Monsieur Sangaré, moi je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous? Frérot, je t'ai donné le compte pour que tu travailles. Ça sonne pas Il faut travailler, frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer. Fais le tour. Toi, c'est pas Emmanuel, toi. Effectivement. Pas eu, là. Non, c'est pas lui. Suleiman. Mouriandi. Moi, j'ai besoin des sous. Demain, je te paye à 13h. C'est pour moi. Courage. Merci beaucoup. Vous voulez un coup de main? On va doucement. Suleiman, c'est pas le 22 février, c'est le 19 février. Entretien dans 2 jours. Radio, on a maîtrisé l'histoire. Il y a un problème avec le compte là. Mon ami, tu es toujours encore. Vous pouvez d'avoir un compte. Ça va, t'es pas trop fatigué? 115 Paris, bonjour. C'est pour avoir une place pour ce soir, s'il vous plaît. Faut pas stresser, reste optimiste. S'il vous plaît, ne me pousse pas. Au lieu de me pousser, si vous me passez la commande, t'as pas le droit de frapper chez moi. Tu as peur pour l'entretien? Comment ça, tu me dois rien? Je veux mon argent. T'as pas à avoir peur. Allez, dégage. Tu sais ce que tu as vécu. Et si on me prenne pour un menteur? Non, mais toi, t'es pas un menteur. Tout ira bien. Bonjour Boris Lochkine. On s'était rencontrés par écran interposé en visio, donc on se voit Absolument. pour de vrai. Voilà, vous allez vous livrer à ce difficile exercice de questions-réponses. Est-ce que certains ont déjà des questions pour Boris Lochkine? Tous. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque à prendre un sans-papier comme acteur principal? Oui, il y a un risque. Ça pourrait peut-être m'envoyer en prison. Si c'est pas moi, ça serait mon producteur. Mais est-ce que c'est ça vraiment la question? En fait, je vais vous dire plutôt comment moi j'en suis arrivé à cette conclusion. Si j'avais fait un documentaire sur le sujet, j'aurais filmé les gens que je rencontrais dans la rue qui étaient livreurs, et ces gens, dans leur immense majorité, sont sans papier. Si maintenant je fais une fiction, je vais me dire, ok, parce que c'est une fiction, parce qu'on va payer les gens, eh ben non, ces gens que j'ai rencontrés, qui sont les gens qui font vraiment ce métier, les gens qui m'ont renseigné, maintenant du coup ces gens-là ils sont disqualifiés, on ne peut pas les employer. Ça me semblerait fondamentalement injuste. Pour moi, il est surtout très important que les gens qu'on prend pour représenter quelque chose soient intimement connectés à ce qu'on représente. On représente la vie d'un sans-papier en France. Ça me semble essentiel que ça puisse être un sans-papier. L'acteur aurait pu être un sans-papier. C'était pas pour moi, je suis pas arrivé en disant je veux absolument un sans-papier pour faire ça, mais je voulais quelqu'un qui soit intimement connecté à ce que raconte le film. Et je pense que quand vous voyez le film, vous sentez que la personne qui interprète le rôle est intimement connectée à ce qu'il joue. Et donc je pense que c'était essentiel. Quand je me suis lancé dans ce casting, j'ai dit ça à mon producteur, et ça lui a fait peur évidemment. J'ai dit, il ne faut pas que je sois fermé d'emblée, qu'on ait cette barrière qui nous dise interdit d'employer un sans-papier. Le film raconte l'histoire d'un sans-papier. Dans la rue, il y a une majorité de sans-papiers qui font ce métier. Il était important qu'au casting, on soit ouvert à cette possibilité-là. Et c'est Abou Sangaré qu'on a rencontré. Il crève l'écran, il n'y avait aucune comparaison au casting entre lui et aucun autre. Il n'avait pas de concurrent en vrai, et on en a rencontré beaucoup. Avant de le rencontrer, j'ai rencontré à peu près j'ai rencontré des milliers de personnes, mais j'en ai auditionné à peu près 200. Donc voilà, c'était lui et personne d'autre. Et il me semblait vraiment important que, comme je le disais au début, que la personne qui interprète le rôle soit intimement connectée à la réalité qu'on décrit. Bonjour. Moi, les scènes qui m'ont beaucoup impressionnée dans ce film, c'est les scènes à vélo où on voit vraiment l'acteur entre toutes les voitures dans le centre de Paris. Et je voulais savoir la logistique qui se cachait derrière ces scènes. Une grosse logistique en fait, puisqu'on était tous en vélo, mais que c'était pas simple en fait. En fait, on n'avait pas le choix, c'est-à-dire que évidemment, vous voyez dans le film, il y a une proposition de cinéma très immersive. C'est-à-dire que c'est très important que vous, spectateurs, vous soyez très proches de Sangaré jouant Suleiman à tous les moments, donc aussi quand il est sur le vélo, et que vous ayez peur pour lui à chaque moment, que vous soyez immergé dans sa sensation de Paris et qu'on soit dedans. Donc impossible de rester sur le trottoir comme ça,
Pardon, je vais bouger. Et impossible de rester sur le trottoir et puis de regarder avec la caméra le vélo qui passe. Ça ferait un plan un peu chiant et ça vous donnerait pas du tout la même sensation. Mais on peut pas non plus monter dans une voiture et le suivre parce que les voitures elles sont bloquées dans les embouteillages. Donc qu'est-ce qui reste? On pourrait prendre une moto, aller des scooters et tout ça. Mais bon, comme on grille quand même pas mal de feux rouges, qu'on prend des pistes cyclables et tout ça, c'est pas trop possible. Donc en fait, il reste qu'une seule solution, c'est d'être nous-mêmes sur des vélos. Donc à la fois c'est très léger, c'est très écolo aussi, il n'y a pas beaucoup de carbone qui est brûlé là-dedans, mais c'est quand même lourd, c'est-à-dire que mettre une caméra sur un vélo, c'est pas n'importe comment. Selon qu'on filme Souleymane par derrière ou par devant, c'est pas le même vélo. Si on est par derrière, c'est un vélo cargo avec le chef-op dans le bac. Si on filme par devant, c'est ce qu'on appelle un vélo long tail avec le chef-op s'asseyant à l'arrière et à chaque fois un dispositif un bras qui permet de stabiliser un peu la caméra. Pas trop non plus, c'est bien que ça reste en mouvement et que ça vous donne... Il faut que ça vous fasse peur tout le temps. Voilà. Et donc un vélo comme ça pour la caméra qui change et sur lequel il faut faire des accroches, ce qui demande une certaine logistique quand même. Il y a un chef machinot qui vient faire ses accroches à chaque fois. Un vélo pour le son, que souvent je conduis moi, avec donc mon ingénieur du son assis derrière moi, qui pré-mixe avec sa mixette. Il y a une grande antenne dans mon dos, donc voilà. Un autre vélo pour un assistant qui pousse les bus qui voudraient trop nous marcher dessus. Et puis on est comme ça, 3-4 vélos autour de Sangaré dedans. Et évidemment, pour avoir cette sensation que vous avez de Paris qu'on vous donne dans le film, on ne peut pas bloquer les rues. Au contraire, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait tout le temps le maximum de bordel dans la rue quand on filme. Alors ça, c'est pas simple pour le filmage, et c'est vrai dans les scènes de vélo, c'est vrai pour toutes les scènes de rue. Souvent, quand on fait un film, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer notre personnage tranquillement dans une rue animée, et puis ensuite la scène de jeu, on va la faire à l'écart, à un endroit tranquille. Mais non, c'est trop chiant de faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est prendre la scène où ça joue entre les comédiens, où il y a du dialogue, et la mettre bien au milieu du bordel, dans un RER, dans un carrefour, il y a plein de monde. Voilà, donc ça rend l'ingénieur du son un peu fou. Mais on trouve des solutions, voilà, notamment, pardon, j'ai déjà un peu dérivé par rapport à la question, mais la question du son est importante dans le film. Donc par exemple, on était sauvés pour ce film par le fait que c'est un film d'hiver et que donc en hiver on porte des bonnets et que dans le bonnet on peut cacher des micros qui marchent hyper bien. Voilà. Bon, j'ai un peu dérivé, mais donc oui, donc dispositif à la fois très léger et en même temps un peu étudié. On a beaucoup réfléchi sur comment filmer le vélo pour vous donner le sentiment de la vitesse, parce que parfois vous filmez quelqu'un qui va vite, mais à l'image, ça ne rend pas cette sensation de vitesse. Et là, il faut que vous ayez peur tout le temps. Il faut que vous soyez accroché à votre siège, sinon le film il est raté. Bonjour. Pourquoi vous avez choisi de ne pas mettre de musique dans votre film? Je dirais qu'il y a un choix, on pourrait dire théorique, et puis un choix pratique, et souvent le cinéma c'est très pratique. Théoriquement, on peut dire, voilà, parce que je veux faire un film ultra réaliste, donc je ne veux rien qui nous décroche de cette sensation de réel très forte que je veux vous donner. Donc pas de musique qui serait une sorte d'élément artificiel extérieur. Je veux un film dans lequel il y ait le minimum d'artificialité, qu'on soit à ras comme ça d'une proposition de cinéma un peu radicale, un peu voilà, sans artificialité. Et ensuite, très concrètement, ce dont on se rend compte très vite quand on travaille comme ça, c'est que quand on enlève la musique, on va ouvrir énormément de place pour le son. Parce que souvent, sinon, dans les films, les espaces dans les films qui sont un peu calmes, les espaces où il n'y a pas de dialogue, ou les espaces un peu plus contemplatifs, tout de suite, il y a de la musique. Donc il y a peu de moments en fait, où vous allez écouter le son du film, parce que soit vous êtes dans le dialogue, soit vous êtes dans la musique. Et là, en enlevant la musique, tout d'un coup, il n'y a rien d'autre que le son. Donc enlever la musique permet de traiter la bande sonore du film, c'est-à-dire les ambiances sonores du film, presque comme une partition musicale. Donc il y a un côté symphonie pour klaxon et sirène dans Paris. Et je pense qu'on écoute Paris dans ce film comme on l'écoute rarement autant au cinéma dans d'autres films, entre autres parce qu'il n'y a pas de musique. Et que du coup, ça permet de se dire la musique doit nous apporter, le son doit nous apporter ce que la musique apporte d'habitude. Qu'est-ce que la musique apporte? La musique vous fait ressentir des choses. Par exemple, dans un film d'horreur, on vous met la musique qui tout de suite vous fait peur, même s'il ne se passe rien à l'image. Et bien là, il n'y a pas ça. Donc ça veut dire que c'est le son du film, on peut le jouer de telle manière qu'il vous fasse peur, qu'il vous inquiète, qu'il vous provoque une tension, qu'il accompagne l'émotion de Souleymane.
Et vraiment, j'étais hyper heureux. Et avec toute notre équipe son, on a eu en post-production, on a eu un travail vraiment très très agréable de se dire, ok, on n'a pas de musique. Enfin, il y a toutes les musiques quand même, ce qu'on appelle intradiégétiques, c'est-à-dire les musiques qui sont dans les lieux, qui traversent. Mais il n'y a pas de musique off, il n'y a pas de musique du film. Et ben voilà, ça va faire qu'on va pouvoir jouer avec une grande latitude sur le son. Et par exemple, faire un mix très dynamique, c'est-à-dire qui monte haut, qui descend bas. Il y a des moments où on creuse le silence. Et ces moments-là, comme le début du film, la fin du film, et aussi la scène où il est au téléphone avec sa copine dans le réfectoire de la cantine du centre d'hébergement d'urgence. Et ces moments où on creuse le son de l'ambiance, on enlève l'ambiance comme ça en mixage. Du coup, c'est comme si vous tendiez l'oreille et c'est comme si vous vous rapprochiez de Souleymane. Et ça aussi, ça produit un effet physique sur vous et c'est très chouette. Et à l'inverse, il y a des moments où on fait péter le son et on vous casse les oreilles volontairement à chaque fois qu'il ressort dans Paris. Et du coup, vous avez la sensation de la ville beaucoup plus fort que d'habitude. Bonjour. J'aimerais savoir le parcours que vous avez réalisé pour devenir réalisateur. Alors, moi, j'ai jamais appris le cinéma, c'est-à-dire que avant, dans une vie antérieure, j'ai été prof de philo. Enfin, j'étais très peu prof, en fait, mais j'ai fait des études de philo, j'ai commencé à enseigner à la fac pendant que je faisais ma thèse. Et quand j'ai fini ma thèse, j'ai décidé de changer de vie. Et donc... mais j'ai quitté l'éducation nationale, l'enseignement, l'université, la philosophie, j'ai quitté tout ça d'un coup. Non pas en me disant je quitte ça pour faire du cinéma, mais j'ai quitté ça parce que j'étais pas content de ma vie, j'étais pas content de cette carrière qui s'offrait à moi, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui me satisfaisait pas. Donc j'ai coupé ça et puis après je me suis retrouvé dans un grand vide et je me suis dit ok, maintenant quoi ? Et là j'ai eu envie de faire du film documentaire en fait. C'est-à-dire que moi qui avais vécu pendant une douzaine d'années à faire de la philosophie, donc beaucoup dans les livres, je me suis dit j'ai envie d'aller dans le monde en fait. J'ai envie de sortir de chez moi, d'aller dans le monde. Et il se trouve que j'avais vécu au Vietnam précédemment, que je parlais assez bien vietnamien. Et donc je suis parti au Vietnam faire un premier puis un deuxième film documentaire et j'ai appris vraiment sur le tas. C'est-à-dire que j'ai fait des films en économie extrêmement petite et avec des équipes aussi très réduites. C'est-à-dire que c'est des films qu'on tournait à deux. Donc moi, je réalisais, je faisais l'image. Et il y avait un Vietnamien qui travaillait avec moi et qui faisait le son. Donc je faisais quand même pas mal de choses sur mon film. Et j'ai appris en faisant, en fait. Et c'est très agréable. Enfin, je trouve ça super d'apprendre par le documentaire parce que dans le documentaire, on se confronte au cinéma de manière très concrète. C'est-à-dire que vous demandez qu'est-ce que vous voulez raconter, comment vous voulez le raconter. Quand vous êtes dans une situation, vous demandez comment il faut regarder cette situation. Donc, par exemple, les questions sur l'image ne sont pas des questions abstraites, ce sont des questions concrètes. Savoir si on filme cette scène-là, de quel côté il faut se placer, quel est le côté juste pour regarder une scène. Comment je regarde ce personnage ? Voilà, c'est que des questions comme ça, très, très simples. Mais au fond, les vraies questions du cinéma, c'est savoir qu'est-ce qu'on regarde, pourquoi on le regarde, comment on le regarde. Et j'ai commencé comme ça, j'ai fait donc 2 documentaires au Vietnam, et après j'ai commencé à écrire de la fiction, et petit à petit je suis arrivé dans la fiction. J'ai jamais fait de court-métrage, donc j'ai fait directement un premier long-métrage de fiction. Voilà, j'ai fait 2 documentaires, et ensuite des films de fiction, des longs-métrages de fiction. D'accord, merci. Merci à vous. Je parle vite parce que j'ai l'impression qu'on a très peu de temps et je vois plein de mains. Donc je suis un peu speed là. Il y aura des frustrés forcément, mais on va essayer d'en avoir le moins possible. Bonjour. Pourquoi avoir décidé de le laisser une fin ouverte après l'entretien ? C'est la seule fin possible, franchement. Je pense qu'une des choses qui m'a influencé, c'est que mon premier film, pardon, je vais le spoiler, il s'appelle Hope. Ça raconte le voyage de deux migrants africains, un Camerounais et une Nigériane vers l'Europe. Le film se termine au milieu de la mer Méditerranée, mais dans la dernière scène du film, le héros masculin meurt dans les bras de Hope, l'héroïne féminine. Et j'ai le souvenir de tous ces débats que j'ai faits après le film. Et chaque fois que j'entrais dans la salle pour faire le débat après le film, les gens me faisaient la gueule.
Vraiment, les gens m'en voulaient quoi, de cette fin. Ils étaient en colère contre moi. Je me souviens d'un débat où une femme m'a dit « Votre film n'est pas aimable ». Et ça ne voulait pas dire qu'elle n'ait pas aimé le film. Enfin, ça ne voulait pas dire qu'elle ait trouvé le film mauvais, mais le film n'était pas aimable. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, en fait. Et parce que pour moi, ce n'était pas possible de terminer ce film avec une happy end, parce que ça aurait été comme un mensonge, et ça aurait été, politiquement, ça m'aurait semblé un mensonge. Mais ce n'était pas non plus possible. Mais voilà, mais j'ai vu qu'en faisant une unhappy end, enfin une fin comme ça tragique, eh ben, le public sortait très très frustré. Et sur Suleyman, la question se repose en fait, puisque effectivement il y a ce suspense autour de la question va-t-il avoir des papiers ou pas. Et il me semblait qu'on pouvait donner une réponse ni positive ni négative à cette question. C'est-à-dire que si je donnais une réponse positive, j'aurais l'impression, là encore, politiquement, de faire un mensonge, de dire en fait c'est facile de venir en France et d'avoir des papiers. Ben non, c'est pas vrai. Mais si je donnais une fin négative, j'aurais l'impression de prendre le spectateur et de lui écraser la tête sous l'eau et de lui imposer quelque chose de brutal. Et en fait, cette fin ouverte me semble la seule fin possible. Souvent, maintenant, en fait, allez, on va y jouer si vous voulez. Maintenant, souvent les gens me disent bah alors en fait, est-ce qu'il va avoir des papiers ou pas ? J'ai fait plein de débats et plein de fois les gens me disent alors est-ce qu'il va avoir des papiers ou pas ? Donc toujours maintenant, quand on me pose cette question, je dis ok. On va le faire. Qui pense que Suleyman va avoir des papiers ? Levez la main. Ok. Baissez la main. Qui pense que Suleyman ne va pas avoir de papiers ? Ok. Moitié-moitié. Et c'est toujours ça qui se passe quand je le fais, avec des petites variations. J'ai montré le film en prison, il y avait beaucoup plus d'optimistes. J'ai montré le film à Normal Sup, beaucoup plus de pessimistes. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Mais d'une manière générale, voilà. Et je trouve ça très intéressant que ce soit moitié-moitié. Pourquoi la fin ouverte ? Il y a plein de raisons que je peux vous donner. Première raison, un entretien de l'OFPRA se termine toujours comme ça. Jamais à la fin d'un entretien OFPRA, l'agente de l'OFPRA dirait « Bravo monsieur Sangaré, vous avez gagné » ou « Non monsieur Sangaré, vous êtes refusé ». Jamais. Ça se termine toujours avec les phrases protocolaires qu'elle doit dire « Vous recevrez la réponse dans 3 mois », etc. Toujours. Ça, c'est une raison de réalisme. Mais ce n'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est que je pense que je veux que vous sortiez du film avec des questions. Vous n'êtes pas d'accord. Vous ne pensez pas la même chose sur la fin du film. Sortez, débattez. C'est ça que je veux, en fait. Je veux que vous sortiez avec des questions. Est-ce qu'il va avoir des papiers ou pas ? Mais ça, c'est que la première question, en fait. Parce qu'après, il y en a d'autres. Est-ce qu'il devrait avoir des papiers ou pas ? Etc., etc. Bonjour et bravo. Comment vous vous êtes réparti l'écriture avec Delphine Agu ? Vous n'avez pas le droit de dire bravo parce que vous êtes un jury. Vous êtes impartial. Vous ne devez avoir un visage de marbre et ne rien me dire. Comment s'est répartie l'écriture ? En fait, c'est un projet que j'ai commencé seul, sans elle. Et j'ai travaillé à peu près 1 an et demi avant qu'elle rentre dans le projet. Donc moi, au début, j'ai travaillé... D'abord, j'ai fait un travail de recherche que j'ai pas fait seul non plus. D'ailleurs, j'ai fait avec Aline Dalbis, qui est devenue ensuite la directrice de casting du film. Donc on a commencé par un travail de sortir dans la rue, d'essayer de parler à des livreurs, d'en rencontrer le maximum. Et tous ceux qui étaient d'accord, pour venir discuter avec moi, ils se sont assis avec moi au café. On a bu des cafés, plein de cafés. Et puis on a parlé. Et j'ai fait des très longues interviews comme ça de 15 à 20 livreurs. Et ça a été la base au début pour commencer ce projet. Et c'était une base extrêmement précieuse. Et cette base, voilà, après toutes ces interviews, je les ai toutes retranscrites et on avait cette documentation extrêmement précieuse avec une foule d'anecdotes, avec plein de détails très réels qui font que tout ce qui est dans le film est réel. C'est pas une histoire vraie qu'on raconte, c'est une histoire fictive, mais tout ce qui est dans le film, tout ce qui est décrit dans le film, tous les mécanismes, que ce soit les lieux dont on parle, la manière dont fonctionnent les applications, la manière dont travaillent ensemble les livreurs et leurs titulaires de compte, la manière, les policiers, la manière dont se passe un entretien d'asile, tout ça est extrêmement documenté. Donc ça, c'est la première étape, mais qui en fait est assez courte. Et puis après, j'ai commencé à me dire, ok, maintenant, quel film je veux faire ? Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, je ne savais même pas que ça allait être un film sur l'asile. Je voulais au début faire un film sur un livreur à vélo. C'est l'histoire d'un livreur à vélo qui... quelque chose. Je ne savais pas. Et j'aime beaucoup le fait
de me dire, ok, je me suis presque interdit d'aller trop vite dans la fiction, de faire d'abord du terrain, de réunir d'abord une matière documentaire pour pas plaquer des a priori ou des préjugés. Et c'est ensuite, en fait, en réfléchissant à partir de toute cette matière que j'avais récoltée comme ça, que je me suis dit, la chose la plus importante pour eux dans leur vie, c'est les papiers. Parce que des problèmes d'argent, des problèmes avec leur titulaire de compte, des problèmes avec leur vélo, il y a plein de problèmes. Mais ces problèmes, ils trouvent des solutions. Par exemple, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est pas l'histoire d'un mec qui se fait voler son vélo ? J'avais rencontré un livreur qui s'est fait voler 3 fois 3 vélos. Et ça, à chaque fois, c'est des scènes super. Mais bon, vous savez, il existe un film déjà, 1947, Le voleur de bicyclette, Vittorio De Sica, c'est un film que j'adore, qui est extrêmement précieux pour moi. On aurait pu refaire Le voleur de bicyclette, mais en fait, non. Parce que, d'ailleurs, voilà, ces livreurs que j'ai rencontrés qui se sont fait piquer leur vélo, le lendemain, ils vont à Barbès ou à Château d'Eau et ils rachètent un vélo à 50 balles, un vélo qui a été volé à quelqu'un d'autre, ou parfois même le leur. Et donc, c'est très, très embêtant pour eux, mais ce n'est pas la fin de leur vie. Au contraire, ils m'ont dit... L'entretien, c'est le jour qui peut changer toute ta vie. Parce qu'entre quelqu'un qui a des papiers et quelqu'un qui n'a pas de papiers, c'est que vous changez de classe sociale et vous changez presque de monde. Un livreur qui a des papiers, déjà, est-ce qu'il va continuer à la livraison ? Pas sûr. Il va pouvoir avoir accès à plein de choses. Il va pouvoir peut-être avoir accès à un logement social, peut-être il va pouvoir avoir accès à une formation, peut-être il va pouvoir faire venir sa femme s'il est marié, etc. etc. Sa vie change du tout au tout. Donc quand des gens vous disent ça, il y a un jour qui peut changer toute sa vie et qu'on est scénariste, on se dit ok, c'est sur ça qu'il faut parier, c'est ça que ça doit raconter. Donc le film va raconter l'histoire d'un livreur qui passe un entretien d'asile. Très vite au début, j'avais des intuitions très simples mais très fondamentales sur le film. C'est un film qui va aller vite, c'est un film qu'on va faire sur une durée très courte, et c'est un film en gros où ça va cavaler pendant 1 heure, et ensuite ça va se terminer sur un très long entretien. Ça, c'était très clair, très vite. Et donc j'ai écrit relativement vite des versions de scénarios comme ça, mais assez vite je plafonnais, et ça marchait pas très bien, et voilà. Et donc c'est là où et puis j'en avais marre d'être tout seul. Et donc c'est là où j'ai demandé à Delphine de me rejoindre dans l'écriture. Et on a commencé à travailler à 2 à ce moment-là, en essayant de faire fonctionner. On n'a pas vraiment inventé avec Delphine des choses nouvelles par rapport à ce qui était déjà là, mais on a travaillé à faire fonctionner la dramaturgie qui est quand même assez précise dans ce film. Faire fonctionner la dramaturgie du film. C'est-à-dire que voilà, il y a l'intuition de départ que ça se passe sur 3 jours, mais comment ça se passe vraiment ? Il y a notamment une difficulté, on pourrait dire technique, qui est que dans le film, vous avez 2 fils narratifs. Il y a le fil de l'asile, et puis il y a le fil de la livraison. Et le scénario ne peut fonctionner que quand les 2 fils sont bien noués ensemble. Voilà. Mais ça, typiquement, arriver à bien nouer ensemble ces 2 fils, c'est le travail qu'on a fait avec Delphine. Et donc, j'avais travaillé 1 an et demi tout seul, et on a retravaillé 1 an ensuite encore avec Delphine. À la suite de quoi le scénario s'est financé, et puis après on s'est mis en casting, et pendant le temps du casting et le temps de tous les essais que j'ai fait avec tous ces gens qu'on a rencontrés a été un temps qui m'a permis aussi de réévaluer un petit peu un certain nombre de scènes, et à la toute fin du processus, j'ai refait une dernière version dans laquelle j'ai importé dans le scénario beaucoup de choses qui avaient été trouvées dans ce travail de répétition que j'avais fait avec tous les comédiens, et dans lesquelles j'ai importé aussi, et c'est très essentiel pour le film, des choses qui appartiennent à la vie personnelle de Abou Sangaré, le comédien. Il nous reste 45 secondes pour une dernière question. Non, c'est trop court, ça va pas. Je peux menacer et après, c'est vous qui gérez votre temps. Bonjour, je voulais savoir, après le succès de ce film, est-ce que vous avez prévu peut-être des futures collaborations avec Abou Sangaré ou pas tout de suite ? C'est pas prévu pour le moment, ne serait-ce que pour une raison simple, qui est que je travaille en ce moment sur une série qui se passe en Amazonie au Brésil. Donc c'est une série, on peut dire, brésilienne, même si elle est initiée par la France, mais par un producteur, un diffuseur Arte et un réalisateur français, mais c'est une série brésilienne, ça raconte une histoire brésilienne avec des Brésiliens, donc voilà, il n'y a pas de place pour Abou Sangaré là-dedans, ce sera que des acteurs brésiliens. Sangaré, là, il travaille dans son garage, dans lequel c'est pas
tout à fait tout simple, mais il travaille dans son garage. Il reçoit en même temps des projets de films. Il y a 3 scénarios sur lesquels il a donné son accord et qui sont en cours de financement et j'espère beaucoup que l'année prochaine il va tourner ses films, donc qu'il y aura une suite pour lui au cinéma. Et moi je suis très impatient de le voir dirigé par d'autres gens, dans d'autres histoires, dans d'autres films. Merci. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. Merci.